On peut dire que c'est une autre très grosse semaine qui se termine sur la scène politique. Elle a été marquée, entre autres, par la présentation du premier budget du gouvernement de Mark Carney, un gouvernement minoritaire qui est maintenant aux portes de la majorité. Bien content de retrouver notre trio du jeudi pour discuter de tout ça. Carl, Amanda, Émilie, bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Commençons avec le budget. Vos impressions générales, on nous a présenté ça comme un budget générationnel. Est-ce que c'est le cas, Carl? Est-ce qu'on va marquer l'histoire avec ça? Pense pas. J'ai déjà vu des budgets plus générationnels que ça, là. On a beaucoup monté les attentes, je vous dirais, et François-Philippe Champagne répétait ce mot-là à tout vent. Mais sincèrement, là, un projet d'infrastructure, un fonds d'infrastructure de 51 milliards sur 10 ans, on en a déjà vu des plus gros que ça, des projets, on en a déjà vu des plus importants que ça. Et même chose pour la réduction de la taille de la fonction publique, on a déjà vu bien pire que ça. Alors, je ne pense pas, moi, qu'on peut le qualifier de générationnel. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup du budget présentement sur la colline parlementaire, même s'il y a un vote de confiance qui s'en vient là, dans les prochains jours. Oui, exactement. On va parler d'ailleurs de tous ces jeux de coulisses dans un instant, mais d'abord sur le budget, Amanda. Bon, on sentait qu'il y avait cet équilibre dont parlait Carl entre investir, mais aussi réduire les dépenses. Est-ce que c'est réussi selon vous? Mais je pense que, premièrement, ce n'est pas un budget politique. C'est clair que c'est un budget, comme plusieurs le soulignent, de technocrates. Il n'y a pas de gimmick. Mais en même temps, le gouvernement n'a pas touché aux programmes sociaux. Donc, aucune coupure, comme le programme de soins dentaires, la garde d'enfants à 10 le programme d'alimentation scolaire d'alimentation. C'est tous des programmes qui ont été protégés. Alors, je pense que ça, c'est bon et ça place le NPD dans une position assez difficile parce que pour eux de déclencher des élections quand tous les programmes sociaux ont été protégés, c'est quand même assez difficile. Donc, je pense que ça a été réussi de ce côté-là. OK. Émilie? C'est pas un budget qui est générationnel. C'est un budget qui est somme toute réparti entre des investissements massifs en infrastructure, notamment pour construire des hôpitaux, pour construire du logement, pour également ce que les maires et mairesses attendaient depuis longtemps, pour les infrastructures d'eau dans les municipalités. Alors, il faudra voir comment tout ça va redescendre, mais c'est un aspect du budget qui est fort intéressant. Mais ceci étant dit, Carl a raison lorsqu'il dit qu'on a déjà vu des gros investissements en infrastructure plus importants que ça, en termes de ratio sur l'ensemble du budget. On a déjà vu aussi des coupures dans la fonction publique pire que celle-là. Mais il n'avait pas le choix, dans le contexte actuel, Mark Carney, d'arriver avec un budget qui équilibrait à la fois un rationnement des dépenses et un investissement massif en infrastructure, parce qu'avec l'incertitude actuellement liée aux États-Unis, il n'avait pas le choix d'être rassurant et de stimuler l'économie. Mais on fait un peu de comptabilité créative quand on place des crédits d'impôt pour stimuler l'investissement dans des dépenses d'investissement et non pas de fonctionnement. Donc, il y a un peu de comptabilité créative là-dedans, mais je dirais que globalement, le gouvernement va bien s'en sortir. C'est pas un budget coloré, c'est un budget drabe, mais il va bien s'en sortir avec ça, je pense, au niveau de l'opinion publique. Et là, Carl a raison, parce on parle déjà d'autre chose que le budget, notamment de tous ces départs. Il y en a un autre qui se confirme ce soir, un député conservateur de l'Alberta, Matt Gennaro, qui démissionne de son parti. Pour l'instant, il n'a pas l'intention de joindre les libéraux, c'est ce qu'on nous dit. Et il y en a un autre, plus tôt cette semaine, le seul député conservateur de la Nouvelle-Écosse, Chris d'Entremont, qui a quitté le parti pour, lui, joindre les libéraux. Ça suscite toutes sortes de réactions. On va écouter ça. On a besoin de faire une décision si on va offrir du leadership et travailler avec nos communautés ou le démolir, essayer d'opposer tout ce qui se passe. A floor crosser is disingenuous, disloyal, selfish and opportunistic. Les gens ont voté conservateur dans son comté, il doit représenter les conservateurs. Il y a des fois, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Quand ils arrivent, on est content de les avoir. Quand ils partent, on est malheureux. Et là... quelle belle réaction oui, de Jacques Gourde. Jacques Gourde. Oui, parce qu'il y en a eu des transfuges vers l'autre côté aussi. Et oui, c'est ça. Alors, oui. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Là, un petit peu de mathématiques. Les libéraux ne sont plus qu'à 2 sièges d'une majorité à la Chambre des communes. Et là, je vous parlais de cet autre député de l'Alberta. Si jamais il y en avait d'autres qui joignaient les rangs libéraux, bien là, ça se rapprochera encore davantage de la majorité. Ça vous dit quoi, ça, Carl, sur le leadership de Pierre Poilievre? 2 départs quand même dans la même semaine. Oui, c'est que ça ne va pas bien. Et quand je lis la déclaration de Matt Gennaro, ce qu'on comprend, c'est qu'il va démissionner comme député
Alors, il y aura un vote de moins à aller chercher, même s'il ne se joint pas aux libéraux. Et il y aura une élection partielle éventuellement. Je gagerai plus tard que tôt, considérant que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher 2 votes qu'un. Donc, pour Pierre Poilievre, évidemment, ça complique les choses. Son leadership est vraiment secoué depuis les déclarations à la Trump, là, où il disait qu'il faut mettre Justin Trudeau en prison. Ça n'a pas passé parmi une grande partie de son caucus et il y a beaucoup d'autres noms qui circulent. Évidemment, tout le monde essaie d'avoir le nom qui pourrait, encore une fois, traverser la Chambre et aller siéger avec les libéraux. Oui, est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres, vous pensez, Amanda? Est-ce qu'on vient d'ouvrir une porte qui n'est pas refermée, là? Peut-être, mais c'est quand même une grande décision, je sais, parce que j'ai quitté mon propre parti, le Parti progressiste conservateur en Ontario en 2018. J'ai pas tout de suite joint les libéraux, je suis demeurée indépendante, mais c'est quand même une décision qui doit être réfléchie. Alors, et je pense que les conservateurs, en ce moment, essaient d'empêcher d'autres de partir en les intimidant. Donc, on a vu le caucus conservateur aller faire des attaques personnelles justement pour essayer d'intimider les autres. Donc, ils vont vraiment essayer de protéger Pierre Poilievre parce qu'il y a son leadership en janvier. Mais je pense qu'il va falloir faire attention, les libéraux, de ne pas faire la même erreur que Pierre Poilievre a fait l'an dernier en réclamant la démission de Justin Trudeau tellement fort et tellement efficacement qu'il a en fait démissionné. Pierre Poilievre, et ça a été difficile pour lui après. Erreur stratégique majeure. Je pense que Pierre Poilievre est dans une situation vulnérable en ce moment. Ça va être laissé aux membres, mais je pense que ça change un peu les choses. Donc, ce que vous dites, c'est que ça sert bien les libéraux en ce moment d'avoir M. Poilievre là. Absolument. Bon. Absolument. Émilie, est-ce que les conservateurs ont mis le couvercle sur la marmite ou ça bouillonne encore, là? Ça bouillonne encore, définitivement. Le ciment, il craque, il se fissure pour Pierre Poilievre. Je pense que du moment où il allait dans ce balado conservateur et s'attaquer à la loi et l'ordre, donc dire qu'il fallait emprisonner un ancien premier ministre, là, ça fait très Trump. Il faut se dire les vraies choses. Ça sonne comme ça, du moins. C'est comme ça que c'est perçu. De remettre en question l'intégrité de la GRC, ça même pour des conservateurs bleu foncé, là, pas juste les progressistes conservateurs. On ne touche pas à la loi et l'ordre. Alors ça, c'est la meilleure façon de fissurer un caucus et c'est ce qu'il a fait. Et si on ajoute à ça le fait que le caucus a encore ce privilège, grâce à cette clause de pouvoir le mettre dehors pendant tout le mandat, ils ont encore du temps devant eux. Et si on ajoute à ça le fait que Pierre Poilievre n'est pas capable de faire lever les sondages de façon véritablement significative en sa faveur, on a un mélange parfait pour une crise qui va se poursuivre. Je ne vois pas comment Pierre Poilievre va pouvoir s'en sortir facilement et être encore aux prochaines élections le chef du Parti conservateur. Oui, mais ça peut... il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en politique, vous le saviez mieux que moi. On va s'arrêter pour un petit moment. Au retour, les négociations entre Québec et les médecins face à un mur. Ce sont les patients qui écopent. Le bras de fer entre le gouvernement de François Legault et les médecins se poursuit près de 2 semaines après l'adoption d'une loi spéciale qui va venir changer leur rémunération et les démissions s'accumulent. Il y en a une trentaine de confirmés dans le réseau, mais il y en aurait 400 de ces médecins qui ont entamé des démarches pour déménager leur pratique dans une autre province. Ça, c'est 2 fois plus que la semaine passée. On a présenté ce témoignage vraiment touchant d'un de ces médecins qui quitte le navire dans la région de l'Outaouais. C'est pas en colère, c'est un distress parce que je suis un résident de l'Outaouais. C'est pas juste des patients, des chiffres. C'est pas juste mes patients. C'est mes voisins. C'est mes amis. C'est mes collègues. Peut-être c'est moi, peut-être c'est même ma femme. On est une région oubliée par le gouvernement. Alors, des médecins en détresse, des patients en détresse aussi. Émilie, on fait quoi au gouvernement Legault pour apaiser cette crise-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il vente fort pour le gouvernement Legault actuellement. Je pense que le gouvernement était conscient que ce serait difficile, mais là, c'est très, très, très difficile. Et chaque nouveau médecin qui démissionne ou qui menace de démissionner, ça empire la situation naturellement et ça alimente aussi beaucoup de peur dans la population. Maintenant, ce que le gouvernement doit faire, c'est embêtant parce que j'ai l'impression que d'un côté ou de l'autre, politiquement, ça ne fonctionnera pas. Soit ils se remettent à négocier et ils plient sur des aspects vraiment cruciaux de la réforme
réforme, notamment sur le fameux mode de rémunération. Donc, au lieu d'y aller avec le bâton, ils vont avec la carotte, des incitatifs, ce qu'on a toujours fait en passant depuis 20 ou 30 ans au Québec, sans résultat, ou soit ils demeurent avec le bâton et dire, vous aurez des pénalités si vous n'atteignez pas certaines cibles de performance. Et là, on parle simplement d'une portion de la rémunération, donc un 15 le 10-15 qui serait lié à ça. Bon, on se retrouve dans une situation où si le gouvernement plie ou plie pas, je pense que politiquement, là, c'est très difficile pour eux. Alors, je ne saurais pas vous dire quoi faire, mais ultimement, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Ils vont devoir renégocier avec les médecins. Et cette entente-là, au final, ça ne pourra pas être forcé. Ça va devoir être négocié entre les deux parties. Est-ce que le gouvernement devrait aller carrément en arbitrage, comme les médecins le demandaient? Donc, sortir ça du politique complètement? Peut-être qu'à ce stade-ci, c'est une avenue aussi à envisager. Oui, on se rend compte à quel point c'est complexe, ces négociations. Amanda, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'écoutais François Legault parler et ça n'a pas l'air de quelqu'un qui va reculer. Donc, je pense que quelques options qui se présentent, et c'est soit que François Legault sait qu'il va partir, il veut y aller jusqu'au bout, soit qu'il s'en fiche carrément, il n'y a rien à perdre et il veut vraiment que ça se passe, cette réforme-là, ou qu'il y a des sondages à l'interne qui démontrent que la population est derrière lui. Parce que, à ma connaissance, et corrigez-moi si j'ai tort, mais il n'y a aucun sondage, aucun poll là, qui est là public pour voir c'est quoi l'opinion du public. Et ça me semble, à regarder dans la sphère publique, c'est pas mal divisé les opinions, mais on ne sait pas c'est quoi les chiffres à l'interne. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça reste à voir. Oui, ça, c'est intéressant parce que je vous dirais qu'on reçoit beaucoup de courriels et ça va effectivement dans les deux directions. Il y en a qui disent, écoutez, ça n'a aucun sens ce qui se passe en ce moment. Les patients ont besoin de soins et écoutez les médecins, ça ne peut pas durer. Mais il y en a d'autres qui disent, bon, les médecins sont un peu bébés gâtés en ce moment. Alors, qui dit vrai dans tout ça, Carl? Comment vous voyez ça? Mais c'est que c'est pas important. On peut être pour les médecins, on peut être contre les médecins, mais l'unanimité se fait sur la façon dont la CAQ gère le dossier. Ils sont en train carrément de l'échapper. Ça ne leur donne pas le souffle dans les sondages qu'ils voulaient avoir. Et donc, là, on s'entête. Là, on est rendu à 400 médecins. La semaine prochaine, ça va être 500. Puis après ça va être 600. Je veux dire, on va arrêter quand, là? On va arrêter quand? Je veux dire, ces gens-là ne reviendront plus une fois qu'ils auront traversé la rivière, où ça va prendre des mois, voire des années avant de les voir revenir, parce qu'ils vont être mieux traités, ou à tout le moins la perception d'être plus respectés dans une autre province ou ailleurs. Et malheureusement, ce sont les patients du Québec, les malades du Québec, et même ceux qui sont en bonne santé présentement, qui vont finir par en payer le prix, voire le prix le plus haut. Il y aura des décès qui seront causés par cette vague de départ parce qu'ils n'auront pas les soins dont ils ont besoin dans le temps prescrit et requis. Là, on vient de voir le ministre Dubé. Un petit mot là-dessus, Émilie. Là, on a décidé de confier la suite des discussions, en tout cas à la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, plutôt qu'au ministre de la Santé. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? Je pense que c'est une bonne idée à ce stade-ci. Elle semble plus conciliante. Les médecins ont besoin d'un nouveau visage, ne veulent absolument plus faire affaire avec Christian Dubé. Des fois, ça peut faire une différence. Elle a montré des gestes d'ouverture. Elle a dit « revenez à la table des négociations et on pourra regarder plusieurs choses ensemble ». Je pense que c'est la bonne personne présentement. Le premier ministre, beaucoup, dont des députés, voudraient qu'il s'en occupe personnellement. Le problème étant que je pense qu'il serait encore plus rigide que son ministre de la Santé, Christian Dubé. J'ai cette impression-là. Alors, peut-être que présentement, effectivement, France-Hélène Duranceau est la meilleure personne, la mieux placée. Bon, et chaque semaine, je me dis peut-être qu'on ne parlera plus des médecins la semaine prochaine, mais il y a toujours d'autres choses à dire. On va probablement en parler. Bon, vous voyez, plus Carl, on l'a perdu. Ça tombe bien, c'était terminé. Amanda, Émilie, merci beaucoup à vous deux. Bonne semaine. Merci.